Monsieur le chef du gouvernement, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence aussi nombreuse aujourd'hui à la maison de l'entreprise, siège de votre institut. Mes remerciements s'adressent particulièrement à Monsieur le Président du gouvernement pour sa présence pour la première fois ici parmi nous à la maison de l'entreprise. Donc, grâce à votre présence, un nouvel événement est né chez nous ici à l'IACE, qui se différencie par rapport aux autres événements par sa vocation portée sur les réformes et les politiques économiques. Les réformes économiques ont été longuement débattues lors des dernières élections législatives, présidentielles. Plusieurs publications des institutions internationales, d'organisations, ont débattu de la nécessité et des contenus de ces réformes. Cependant, un élément important était absent de ce dialogue et de ce débat. Il s'agit de l'approche et de la méthode de conduite et de mise en œuvre de ces réformes, connues sous une terminologie économique, économie, politique et gouvernance des réformes. De là est née l'idée de nous rencontrer aujourd'hui afin d'échanger sur cette thématique longtemps ignorée par les débats publics. Alors, à travers la publication de livre blanc que nous avons distribué, l'IACE a essayé de contribuer à cette réflexion. D'ores et déjà, il ne s'agit nullement de présenter un modèle figé, mais de souligner une méthodologie qui prend ses racines dans des bonnes pratiques réussies dans d'autres pays, enrichies par des recommandations des institutions internationales partenaires incontournables de notre pays durant cette période, et dans les particularités de notre pays. Il en ressort, à la première lecture, sans surprise, que le renforcement des capacités politiques et institutionnelles sont donc les piliers d'une démarche méthodique et objective pour réussir ces réformes. Alors, en termes plus concrets, trois éléments importants constituent des facteurs de réussite de ces réformes, de façon générale. Il s'agit en premier lieu de mise en place de mécanismes de dialogue public-privé, la mise en place d'organes de planification et d'exécution des réformes, enfin la gestion de la communication et de la communication. Les expériences internationales nous renseignent que le dialogue public-privé, son instauration par des entités telles que le National Business Agenda, si vous vous rappelez, c'est un protocole, un document qui a été signé lors des dernières journées à Sousse entre l'UTICA, l'IACE, l'UTAP et la présidence du gouvernement, justement. C'est un outil de communication entre le public et le privé. Je pense que ce sera parmi les mécanismes capables d'instaurer ce dialogue. Mais ici, permettez-moi d'insister que le dialogue ne signifie pas consensus. Alors, en économie, le dialogue ne signifie pas consensus. Si, c'est vrai, en Tunisie, nous avons inventé la démocratie consensuelle, d'ailleurs qui a démontré sa pertinence sur le plan politique. Cependant, nous devons être conscients que la recherche à tout prix d'un consensus autour d'une réforme économique risquerait d'aboutir à des réformes minimes ou superficielles, alors que notre pays doit démontrer qu'il a la capacité et la volonté de se réformer et qu'il accepte les risques politiques. Nous proposons également, à travers le livre, la mise en place d'un Conseil national de compétitivité. Ça a été un organe de réflexion instauré par plusieurs pays pour la planification des réformes. La mise en place des réformes doit se faire par des organes d'exécution créés à cet effet et en les dotant des prérogatives et de ressources nécessaires. L'administration publique, à notre opinion, doit être allégée de cette tâche et se focaliser sur les politiques sectorielles et veiller au bon fonctionnement de notre économie. Ce sont de bonnes pratiques et enseignements inspirés par les expériences des pays démocratiques, qu'ils soient développés ou émergents. Monsieur le chef du gouvernement, mesdames et messieurs, les chantiers de réforme sont divers. Par quoi commencer? Quelle séquentialité de ces réformes? À travers le livre blanc, nous proposons de commencer par une première vague de réformes liées d'une part au secteur bancaire et financier et d'autre part à la fonction et l'administration publique. Car ces réformes sont nécessaires pour le financement de l'économie et permettent de doter le gouvernement et d'institutions et d'organes capables de gérer et de mettre en exécution la deuxième vague de réformes. Cette première vague, pour nous, selon nous, est nécessaire parce qu'elle prépare, elle doit précéder les réformes telles que le PPP, les codes d'investissement, la réforme fiscale ou la réforme de l'éducation. Nous avons réussi notre transition démocratique. Et nous devons être conscients
nous devons chercher à rompre en matière de conduite et de méthode et d'articulation et d'exécution des réformes. Monsieur le chef du gouvernement, mesdames et messieurs, en plus de l'économie politique, de ces réformes et de leur gouvernance, la Tunisie sera confrontée au défi de financement de ces réformes. Encore une fois, il ne faudrait pas mélanger un amalgame entre le financement du déficit budgétaire et le financement des réformes. Nous constatons malheureusement que depuis 2010, 3200 millions de dinars ont été octroyés par des institutions internationales pour la mise en place ainsi que le financement des réformes, telles que le PPP, code d'investissement, réforme du secteur bancaire. Cependant, l'état actuel des réalisations est au niveau des projets de loi ou des décisions du Conseil de ministres. Sur le chef du gouvernement, le secteur privé attend un signal fort de stabilité, de sécurité et de concertation pour la relance de l'investissement privé. L'engagement du gouvernement à mettre en œuvre d'importantes réformes structurelles avec l'effort de rigueur nécessaire pourrait rassurer les investisseurs étrangers et tunisiens des opportunités à venir. Je tiens à appeler notre appel à un pacte national de productivité qui peut être le support économico-politique des réformes, surtout dans des pays où les régimes politiques nous ressemblent. Au-delà des aspects tactiques, de mise en place, des aspects méthodologiques, de planification et de stratégie, la clarté de la vision, l'engagement des parties prenantes autour d'un dialogue, ajouter un leadership donnant le tampon pour ces réformes sont indispensables pour la réussite de ces dernières. Je voudrais remercier mon ami Walid Hajamour, président du Centre de veille et d'intelligence économique, qui avait présidé le comité de préparation de ce forum. Je voudrais aussi remercier les experts et les membres de l'IACE qui ont contribué à la préparation de ce livre blanc, nos invités étrangers par leur présence, les organisations internationales partenaires de l'IACE, ainsi que les médias présents en nombre aujourd'hui. Avant de conclure, je tiens à rappeler que l'IACE fête aujourd'hui son 30e anniversaire et une réception à l'occasion sera organisée ce soir à laquelle vous êtes cordialement invités. C'est à 18h. De même, nous accueillons avec plaisir cet après-midi un ami de notre institut, M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, qui sera parmi nous lors du panel de cet après-midi-là. M. Raffarin est aussi membre du comité d'orientation stratégique de notre institut. Avant de céder la parole à M. le Président du gouvernement, permettez-moi de vous présenter un film de quelques minutes qui résume le livre blanc et nous cédons après la parole à M. le Président du gouvernement.